Vous et moi, on n'est pas pareil. Enfin ça, c'est ce que j'aurais aimé pouvoir vous dire. Il paraît que plus de 63% de la population utilise les réseaux. La fourchette d'exposition aux écrans aussi entre 2 et 8 heures par jour selon les âges. Pour les adolescents, plus de 51% y passent 4 heures. Je suis pas là pour condamner, ça, je m'en tape. Moi, je déplore l'influence. Vous en avez pas marre d'être des blocs de marbre, sculptés par un afflux d'idées, de contenus, des mêmes formats sans fond, qui sont juste les réponses à une course à l'influence pour répondre aux exigences des algorithmes. Parce que moi, si, j'en ai marre de cette exposition constante qui façonne ce que je fais. On fait tous du bruit pour être entendu, mais qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce que moi j'ai à dire? J'ai pas envie de me transformer en relais qui diffuserait ce qu'il a vu et entendu dans le simple but d'accéder à la popularité. Si on pense comme tout le monde, comment on apporte de nouvelles idées? Comment je m'extirpe de cette bulle limitante pour devenir moi-même, avec ma pensée, ma voix, mon art? Comment devenir unique? Bon, j'étais coincé sur un projet depuis plusieurs mois. Je voulais écrire une histoire impactante et sortir le projet le plus original qu'Internet avait vu depuis très longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, j'en avais marre d'être exposé à des idées extérieures qui influençaient mon travail. Alors j'ai décidé de m'isoler et d'embarquer pour la Norvège. Bienvenue à Tromsø. J'y ai voyagé sur une période de nuit polaire. C'est-à-dire que les journées duraient à peine 3 heures. Une ambiance parfaite pour mon isolement. Je m'enfermais et travaillais d'arrache-pied à faire avancer mon projet. Mais comme vous vous en doutez sûrement, on sort pas l'histoire la plus novatrice du 21e siècle en 2 coups de clavier. Ça prenait du temps. Beaucoup. Beaucoup de temps. Bon, à vrai dire, j'avançais pas du tout. Je restais verrouillé sur mon écran devant une page blanche qui me rendait mon regard insistant. Alors quand j'en avais marre, je sortais m'aérer l'esprit. Pendant une de mes promenades, j'ai atterri devant la bibliothèque de Tromsø, un des bâtiments les plus iconiques de la ville. Je me suis dit ironiquement que j'irais trouver 1 ou 2 livres pour me donner des idées et débloquer ma situation. J'aurais pas pu viser plus juste. Boussole pour âme sans forme. Tu parles d'un titre ? À part ça, pas de nom d'auteur, pas de résumé. Le livre avait une couverture ancienne, bien trop vieille pour avoir sa place ici et ça m'a intrigué. Alors je l'ai embarqué. Je me suis posé et je l'ai ouvert. Hail Shadir,
Sá bókina hefur fundið. Örlög eru kraftaverk. Eins og vindur, ósýnilegur en megnur, sviptir hann stefnu lífsins og beinir því til annars vegar. Örlög eru eigi högg, heldur kvíst sem breytir öllu. Þessi rúnabók slíkur andblær. Til þeirra talar hún, leita eigin raddar í heimi hávaða. 3 sögur verða sagðar, ólíkar að formi en allar bera sama hug. Að leiða þann sem les inn í sjálfan sig. Sá sem heldur á bókinni, hann skal halda áfram. Því að óumflýjanlegt hefur átt sér stað. Fundurinn fyrsta steinninn í sannri tilveru hans. Pour être tout à fait honnête, j'ai d'abord flippé. La manière de s'adresser au lecteur, l'absence d'auteur, le fait que le livre aborde précisément le sujet qui me travaillait à ce moment-là. C'était bizarre. Mais comme l'intro le disait si bien, j'étais déjà lancé et je voulais en savoir plus. Alors j'ai poursuivi ma lecture. C'est à ce moment-là que j'ai vu le titre de la première histoire. Cette histoire, c'est celle d'un père et de son fils qui vivent à l'embouchure d'un fjord, là où le vent est mordant et la mer constamment agitée. Le père, il chasse les orques. Le fils, lui, il fait pas grand-chose de sa vie. Tous les matins, son père lui pose une question. Que comptes-tu faire aujourd'hui ? Peut-être descendre au village. Répond parfois le jeune homme. D'autres fois... Je vais peut-être aller ramasser des baies en bord de rive. Mais le plus souvent, il se contente de souffler je sais pas trop. en haussant les épaules. Alors le père part chasser, il revient, mais le soir, son fils a toujours rien fait. Et ça, c'est comme ça tous les jours. Sauf qu'un matin, il en a marre. Il demande à son fils de le suivre, il lui donne aucune explication, il n'a pas le choix. Ils mettent leur manteau, leurs bottes, ils sortent. Le père le fait monter dans son bateau, et ils partent vers l'inconnu. Ef sólin dvaldi eigi lengi á þessari árstíð, kunni hún þó að merkja sjóndeildarhringinn með nærveru sinni. Fjólublátt hún litaði himininn, breyttist yfir snæ í fjallanna, nema það sem svört furu viðarskógar huldu hann, og ljós hennar lét skýjamassana í himninum skera sig úr. 1 heure, sans parler, à voguer sur l'océan. Ça commence à faire long. Pourtant, le fils, il se plaint pas. Au contraire, il apprécie même la balade. Jusqu'au moment où le père stoppe le bateau. Maintenant, il faut attendre. Puis, les vagues commencent à s'agiter. Le père se lève. Regarde. Au début, le fils y voit rien. Mais en se concentrant bien, il remarque une vague qui est pas comme les autres. Au-dessus, il y a des goélands qui crient. Elle est haute, elle est grise, elle diminue pas quand elle avance. C'est normal parce que cette vague, c'est un aileron. Le père fonce dans sa cabine et il revient aussitôt avec un harpon. Ta chasse a commencé. Ma chasse ? Ne parle plus. Leur ouïe est très développée. L'aileron plonge. Le père lève ses 10 doigts. Le fils comprend aussitôt qu'ils vont devoir attendre 10 minutes avant que l'orque remonte à la surface. Alors la surface, il la fixe. Il la fixe bien. Il attend un mouvement. Il sait pas si c'est le froid ou l'idée de devoir agir, mais il tremble. Les 10 minutes, elles s'écoulent lentement, avec le bruit des vagues, des oiseaux et du vent. Puis l'orque remonte. Cette fois, elle est beaucoup plus proche du bateau. Le père, il en profite pour montrer à son fils 2 repères, la colonne vertébrale et l'évent. C'est l'orifice qui sert à l'animal pour expulser l'air. Le fils doit viser pile entre les 2 pour abattre l'animal. L'orque approche, elle est curieuse. Qu'est-ce que pourrait lui vouloir de mal, cette embarcation ? Pendant ce temps, le garçon resserre sa prise sur le harpon. Il a les mains moites. Il sait pas comment il s'est retrouvé dans cette situation,
Mais une chose est sûre, il a pas envie d'être là. Et d'un coup, sans s'en rendre compte, il appuie sur la gâchette. Odderspjótsins vín og kæririt letur upp gní Kleifur hafið Brotir, sundrað, engin turfti mikla Freri til að kenna þar Hollywood Harmans. L'orque plonge à toute allure dans la mer. Le père attend pas, il attrape immédiatement la corde qui est rattachée au harpon et l'attache au taquet le plus proche in extremis. Le bateau se met à tanguer violemment la seconde d'après. La mer est déchaînée. Stop! Stop! N'aie pas peur. Il épuise ses dernières forces. Non, je veux juste que ça s'arrête. C'est trop tard. Sa blessure est mortelle. Tu veux qu'il soit mort pour rien? Alors là, le fils regarde son père. C'est toi qui m'y as poussé! Pourquoi tu m'as amené avec toi? Parce que tu ne savais pas quoi faire. Eh bien, je ne veux certainement pas faire ça! C'est bien, alors. On avance. Le bateau commence à se calmer. Petit à petit. Quand il arrête de tanguer, le père se lève et va voir près du bord. C'est fini. Le fils, lui, il bouge pas. Il reste figé. Il voit rien, mais il entend tout. Son père qui lance un filet, le corps de l'orque qui cogne contre la coque. Il a la nausée, il tremble, il est dans le mal. En bref, c'est un des pires jours de sa vie. Toi, ça ne te dérange pas? Non. Parce que je sais pourquoi je le fais. Mais c'est mal, C'est ce que tu penses ou ce qu'on t'a dit? les deux. Ça me fait de la peine. Pas moi. Je suis en paix avec mes actions. Mais c'est à toi de trouver celles avec lesquelles tu seras en accord. Si tu ne les connais pas, comment veux-tu savoir quoi faire? Mais j'ai aucun moyen de le découvrir. Comment as-tu su que tu ne voulais pas tuer d'orque? Le fils dit rien. Il regarde l'horizon, la nuit est en train de tomber. Le bateau prend le retour. Il voit, brièvement, le corps de l'orque flotter à la surface, en train de les suivre. Et son père lui dit une phrase. Il le sait pas encore à ce moment-là, mais cette phrase, elle va rester en tête toute sa vie. Si tu ne fais rien, certes, tu ne chasseras pas. Mais tu ne graviras aucune montagne. Ne goûteras aucune saveur d'Orient. Et tu ne connaîtras jamais la couleur d'un cerisier en floraison. Tu ne te rencontreras jamais. Tu me demandes de connaître mes convictions pour savoir quoi faire. Mais d'agir pour les découvrir? Le fastidieux paradoxe de la vie, c'est inconfortable, incertain même. Bien sûr, tu peux te contenter de faire ce qui est communément admis, mais ce ne sera probablement pas toi. Au mieux, tu t'en convaincras. Beaucoup font ça. À partir de ce jour, il y a deux choses qui vont changer. Déjà, le petit, il tuera plus jamais d'animal de sa vie. Ensuite, quand son père rentrera de la chasse, qu'il ouvrira la porte, il le trouvera plus jamais en train de rien accomplir. Ok. Bon. On est d'accord pour dire que ce livre avait rien d'un hasard. Je décidai de noter ce que j'avais compris de l'histoire et j'en tirais 2 points essentiels. Faut des convictions pour devenir quelqu'un et expérimenter la vie pour les trouver et les confronter. Ah ok ouais, je voyais pas vraiment où voulait en venir ce livre. Moi j'avais déjà les miennes de convictions. Devenir un artiste unique. Bon, je décidai de poursuivre ma lecture pour voir où tout ça allait me mener. Et bah quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il n'y avait pas de suite. Je tournais les pages, mais rien. Rien jusqu'à ce que je revienne à la première page, celle juste avant l'introduction. Et je peux vous jurer qu'elle n'était pas là avant. Il y avait écrit ça. Úlfar munu segja, þetta vinterþengjandi. Puis juste en dessous, des coordonnées. Curieux, je les ai tapées sur internet. Et bah figurez-vous que c'était à 2 heures de là où je me trouvais. Ah, très bien. Ce livre voulait jouer, alors j'allais jouer. Et je comptais bien gagner.
Je me suis installé dans un logement pas très loin des coordonnées. Évidemment, la première chose que j'ai faite en arrivant, vous vous en doutez bien, c'est ouvrir le livre. Et je pense que vous allez difficilement me croire si je vous dis que la deuxième histoire se trouvait là, juste après la première. À vrai dire, avec le recul, même moi j'y crois difficilement. Mais à ce moment-là, j'étais happé par ce livre, et jouais avec le suspense pour me forcer à poursuivre. Alors c'est ce que j'ai fait. Et je me suis lancé dans l'histoire numéro 2. À chaque tempête, une meute de loups se réunit. Ils ont une règle, la plus importante de toutes, qui se transmet de génération en génération et dicte leur manière de vivre. Il faut hurler pour chasser le mauvais temps, sans quoi la tempête resterait éternellement dans les montagnes. Alors dès que le vent commence à souffler un peu trop fort, que la neige se montre plus violente que d'habitude, l'écho de cris de centaines de loups résonne dans les forêts. Un soir où la tempête est particulièrement de mauvaise humeur, un jeune décide de ne pas crier. À cet instant, il ne sait pas réellement pourquoi il le fait, si ce n'est par défi envers les adultes. Il reste muet pendant toute la cérémonie de chasse à la tempête. Et le lendemain, la tempête elle a disparu. Forcément, le jeune loup au début, il est fier. Il a tenu tête aux anciens, il a eu le courage de faire quelque chose que personne n'avait jamais osé. Mais très vite, il commence à se poser des questions. Si la tempête n'a pas eu besoin de moi pour disparaître, de combien d'autres peut-elle se passer ? Est-ce qu'il y a un seuil ? Un seul d'entre nous peut-il exécuter la tâche ? C'est là qu'il se pose la question qui va tout chambouler. Est-ce que cela sert à quelque chose de hurler à la tempête ? Histoire de mener sa petite expérience, il décide de rester silencieux à chaque tempête. Et ça loupe pas. À chaque fois, le résultat est le même, elle disparaît sans avoir eu besoin de lui. Jusqu'au jour où un blizzard s'installe. Il est tenace, il est glacial, et pour couronner le tout, il dure plusieurs nuits. La meute, forcément, elle hurle sans relâche jusqu'à ce que le calme revienne. Le jeune loup, lui, il a décidé de garder le silence malgré tout. Très bien, sauf que le chef de la meute, il l'a remarqué. Et il l'appelle. C'est ta faute si la tempête était violente, car tu n'as pas hurlé avec nous. Je n'exerce aucune influence sur elle. Et je ne pense pas que quiconque en ait. Tu nous accables tous de ton silence. Pense ce qu'il te chante, mais ne mets pas la meute en danger. Es-tu contre nous ? À la prochaine tempête, si tu ne hurles pas, cela voudra dire que oui. Alors tu nous quitteras. Nous ne voulons pas d'ennemis parmi nous. Il est terrifié. D'un côté, sa meute, il veut pas la quitter. Il l'aime. De l'autre, c'est justement parce qu'il aime les siens qu'il veut pas les voir vivre dans le mensonge. Alors il essaie de se convaincre. Fais-le. Après tout, cela ne cause de mal à personne. Malheureusement, comme il le redoutait, la tempête suivante arrive. Vindur barði trén, snær fakti leiðirnar, kuldi beit holdið. C'est la tempête la plus forte que les loups aient connue. Þá söfnuðust allir úlfar í miðjum skógi. Nous ne devons former qu'un face à cette menace. Alvara stundarinnar krafðist allra í meiðinni. Doute. Alors les hurlements s'élèvent. Ils sont tellement intenses qu'on les entend à travers les grondements du vent. Le jeune loup est réticent, mais par amour des siens, il s'y joint. Andartak sá hann samþykkin í aurum foringjans og hann fyrstist stolti. Sauf que très vite, il ressent la vanité de son geste. Hann féll aftur í þögn. Il observe son groupe, très investi. Il écoute le vent, les feuilles, les branches. Hann heyrði brothljóða að baki sér. Il se retourne et voit une silhouette, puis une deuxième. Eitthvað umkringdi þá. Veiðimenn. Il tente d'alerter la meute. En þó kveðandi hindruðu alla samsöng. Il n'a pas le temps de réfléchir, il bondit sur une des ondes, trop dénudé. Il frappe le premier homme, le sang jaillit. Nous sommes attaqués. Les hurlements deviennent des grondements. Vargahópurinn hljóp á mennina. Protégez les petits. Lík beggja liða fjalli og risu aldrei upp aftur. Le jeune loup est partout. Il mène la danse, il esquive, il attaque, il survit. Veiðimaður reyndi að talma honum veginn. Repoussez-les. Reykjandi skuggi vargfólksins aftöðu honum með biti í hálsinn. Le combat est brutal. L'homme refuse de mourir seul, il sort une dague et frappe. Reynslumikið, konungurinn, Mais pas le jeune loup. vinvíni, Ithur. Márok vargur höllu jörðina með ósigri sínum. Le lendemain matin,
Alors que la tempête est terminée, que la forêt nage dans le silence, la meute a triomphé. Le chef rend alors hommage à tous les morts pendant la bataille. Il s'approche des corps, un par un, jusqu'à arriver devant celui du jeune loup. Il me peine de constater que nos hurlements ont contribué à notre perte. Mon affliction est double, qu'il ait fallu gâcher la bravoure du plus brave d'entre nous pour en retenir la leçon. Engin úlfsrödd hvað við næstu storm. Nefi nokkurn annan. Því sá sem hlýddi varð loks heyrður. Le message ici était clair. Se défaire de la pression de groupe. Encore une fois, j'avais l'impression que ce livre ne faisait que confirmer mon parcours. Si j'étais en train de le lire ce jour-là, isolé dans une montagne à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi, c'est justement parce que je m'étais extirpé du groupe. Je cultivais la différence. Finalement, il m'apprenait rien de plus sur moi-même. Bref, je m'attendais à rien pour la 3e histoire, mais je décidais quand même de poursuivre. Je me suis rendu au début du bouquin, comme après la première histoire, sauf que cette fois, aucune coordonnée. Pas d'indication claire. Juste une phrase. Sá þykist þegar vita, mun finna staðinn þar sem Sveinn lagði sverð sitt. Í slóðina honum var ætluð. Et je l'avais vexé ou quoi? Pourquoi il voulait pas me dire clairement où trouver l'histoire? Ok, très bien. Je décidais de mener mes recherches et d'accéder moi-même à la 3e histoire. Enfin, j'étais plus aussi sûr de moi après plusieurs jours sans rien trouver. J'avais tout essayé. Recherche en ligne, décryptage, récit mythologique, ratisser la zone. Je trouvais rien. Le séjour arrivant à son terme, j'ai pris la route pour retourner à Tromsø avec la désagréable sensation de passer à côté de quelque chose. Le livre m'avait amené jusqu'à Lyngside. Pour rejoindre la capitale, je devais rouler jusqu'à un ferry et traverser le fjord. Alors que je me dirigeais vers le port, j'ai vu passer un truc complètement anormal. Elle était là, enfouie au sommet d'une colline, au beau milieu de nulle part. Là où l'enfant a planté sa lame. Ça devait forcément avoir un lien avec le livre. En m'approchant, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'un monument funéraire. Aucun nom. Juste un épitaphe. Hann þjónaði sinni samleika, eigi væntingum. Hvarf frá hringum til að halda beinum vegi. Hættan, heimurinn gleymdi honum, en sál hans lifði. Sympa. Avant même de chercher à comprendre le message, je me précipitais dans la voiture pour voir si le livre avait changé. J'avais vu juste. La 3e histoire était là. Je pouvais certainement pas attendre d'arriver à Tromsø pour la poursuivre. Alors j'ai loué une chambre sur le trajet et j'ai entamé ma lecture. Vous êtes ma plus grande fierté et ma plus amère déception. C'est sur ces mots assez directs que le Jarl s'adresse à ses fils. 3 frères qui ont grandi dans l'ombre de leur père et qui, pour une fois, ont l'occasion de se démarquer. Je vous laisse une année pleine. Parcourez les terres, accomplissez, devenez, puis revenez. Le plus digne d'entre vous héritera du trône. Partez homme, revenez roi. Les 3 frères acceptent. Ils se préparent et se dirigent vers la sortie de la ville. Avant de se séparer, ils se prennent une dernière fois dans les bras, puis chacun part sur sa route. Les saisons passent, une à une, jusqu'à ce que l'année suivante arrive. Le premier des 3 frères revient le torse bombé. Normal, à la ceinture de sa nouvelle armure étincelante, il y a une corne de dragon qui est suspendue. Et ce dragon, il l'a abattu seul. C'est devenu un héros et son nom est chanté dans toutes les tavernes. Le deuxième frère arrive le même jour. Lui, il est couvert de joyaux de la tête aux pieds. Ses vêtements sont en soie,
Dans ses mains, il porte des documents et pas n'importe lesquels. Les traités d'un empire commercial qu'il a fondé tout seul. Sa parole fait trembler les banques. Forcément, le Jarl les accueille à bras ouverts avec une immense fierté. J'ai grande hâte de voir les accomplissements de votre dernier frère. Mais le troisième ne revient pas. Une semaine passe, une deuxième, puis un mois. On finit par penser qu'il est mort. Alors le Jarl entame les préparatifs pour choisir qui prendra sa place entre les deux aînés. Et c'est le jour de la cérémonie que le dernier frère revient. Le Jarl est soulagé de voir que son fils est vivant, mais il voit bien qu'il porte un vieux manteau, une tunique recousue. Pourtant sa démarche est confiante, tellement que la foule le regarde passer sans broncher. Ses frères viennent le chercher, heureux, pour l'amener face à leur père. Eh bien, nous t'avons attendu. Dis-moi donc quel exploit t'a tant retardé. Veuillez m'excuser, père. Yrsa a donné naissance la nuit où je devais partir pour vous rejoindre. Ça alors, je te laisse 1 an et tu reviens déjà avec une descendance. Tu as accompli vite, mon fils. Vous vous méprenez. Yrsa est la plus vieille de mes reines. Tu as des reines. Je les élève. Les deux frères se regardent avec cet air des aînés fiers d'avoir gagné la partie. Est-ce là la seule chose que tu as trouvé à faire? Je t'envoie devenir roi. Tu reviens éleveur de reines. Vous nous avez demandé de devenir, c'est ce que j'ai fait. Il claque des doigts. Aussitôt, une petite fille sort de la foule, elle traîne une corde avec beaucoup de mal. À l'autre extrémité, il y a une bête, plus grosse qu'un chien, mais moins qu'un cheval, avec des cornes proéminentes. Voici Finn. C'est le 3e enfant d'Yrsa, mon présent pour vous, père. Le Jarl descend de son trône. Il se demande s'il est en train de rêver. Il observe son fils, l'animal. Il a du mal à comprendre, mais il réalise une chose. Dans les yeux de son fils brille une confiance et une expérience que les deux autres frères n'ont pas. Ekki það sem fæst með veldi og auðæfi, heldur vissa hafsfaranda, kann stefnu sína vel og hræðist eigi bylgjur líkrar sjávar. Lorsque vous nous avez envoyés parcourir le pays, il aura fallu 5 jours pour me perdre dans les montagnes. La jeune fille qui tient Finn s'appelle Solveig. C'est elle qui m'a tiré de ma couverture enneigée pour me ramener chez les vivants. Sa famille m'a accueilli. Sans demander récompense, mon cœur et mes mains se sont réchauffés progressivement, et le temps de ma convalescence, j'ai aidé à l'élevage des rennes. Un soir où je pensais l'un d'eux, j'ai réalisé que ce moment d'apparence très simple était le premier qui n'était pas l'écho de vos attentes. Cette pensée m'a revigoré, telle une décoction magique, alors j'ai persisté. J'ai découvert comment diriger un troupeau, j'ai parcouru nos terres au point d'en connaître chaque pli, chaque pierre. J'ai appris à attendre, à écouter, Toute la à qualité comprendre. d'un Jarl, n'est-ce pas? Tu parles bien, mon garçon. Mieux qu'avant, c'est sûr. Tes yeux ne fuient plus, ta voix est plus présente, mais ta candeur, elle, ne t'a pas quitté d'un pouce. Penses-tu qu'un souverain digne obéit à son bon vouloir? Le Jarl porte la main à sa ceinture. Il en sort une dague. Renonce à cette innocence. Montre-moi que tu as vraiment grandi, et je te donnerai mon trône. Il la lance au pied de son fils. Tout le monde observe et comprend. La situation s'est tendue d'un seul coup. C'est le jeune fils qui va briser le silence. Vous vous méprenez, père, je ne souhaite pas cela. Tu penses pouvoir servir les hommes sans sacrifice? Sa réaction trahit toute la prestance qu'un Jarl pouvait avoir. Il a les mains crispées, la respiration rapide. Le troisième frère, lui, il donne un coup de pied dans la dague au sol. Il ne tuera pas son reine. Je pense que je leur serai plus utile en me servant moi-même. Je ne suis pas venu pour être choisi, simplement pour vous informer. Si vous ne souhaitez pas de mon présent, permettez que je reparte en sa compagnie. Le Jarl regarde son fils tourner les talons avec son reine et la petite fille. Cet échange sera leur dernier. Cette fois, c'était un peu plus difficile. Le fils avait choisi une voie différente, il s'était trouvé et aligné avec ce qui était fait pour lui, aux dépens de l'approbation de son père et du statut. Je cherchais ce que ça avait à faire avec mon parcours. Après tout, mon mode de vie était aligné avec mes objectifs, non ? Le lendemain matin, je suis rentré à Tromsø et j'ai préparé mon départ. J'étais frustré d'avoir perdu mon temps et rien appris. Ce livre devait m'aider à concevoir l'histoire la plus originale possible, à devenir un artiste exceptionnel, et au lieu de ça, il avait fait que valider mon parcours avec des métaphores compliquées pour rien. Je relisais les histoires en boucle, et j'étais forcément passé à côté d'un truc. Je tournais les pages, rien. Je revenais au début, rien. Même pas une conclusion.
C'était quoi son problème à ce livre? En plus de ça, j'avais pas avancé sur mon travail. Ce voyage était un fiasco. Par principe, et parce que je pouvais pas accepter l'idée de rentrer bredouille, j'ai décidé d'écrire 2-3 idées en vrac sur mon ordi. Rien de concret, quelques fils conducteurs qui prenaient forme. Avec le recul, je crois bien que c'est la seule chose que j'aurais dû faire en arrivant. Et le livre semblait d'accord avec ça, parce que juste avant de le mettre dans mon sac pour le ramener à la bibliothèque, je l'ai ouvert. Devinez quoi? Toutes les histoires avaient disparu pour laisser place à une dernière conclusion. Þessa frásagnir kunnat virðask kunnugar lesanda, því að allar sögur hafa áður verið sagðar. Því að þó form breytisk, þá inntak hið sama. Og sem þessi bók, þá finnur lesandi hana, lánar hana og ber hana áfram. Reynir að mæla, það engi mætti áður, og hans hugarburður leiðir hann til þagnar. Þetta á eigi einungis við list, heldur allar hugsanir. Það þú leitar fyrir hendi. Attends. C'est la première fois que le livre s'adressait à moi, non? De manière aussi directe. Je veux dire, il était en train de me parler. J'étais pas fou. Þú boitlar að hug þín sé fullkomin. Comment as-tu su que tu ne voulais pas tuer Dork? Líkt þeirri sem veiðimaður soninn gerði. Tu me demandes de connaître mes convictions pour savoir quoi faire, mais d'agir pour les découvrir? Þú rópar frelsi hugar, líkt ungun vargi. Il a eu le courage de faire quelque chose que personne n'avait jamais osé. En þú á flótta, þar sem þú leitast við að verði sá sem mestu sé séður. Alors il essaie de se convaincre. Þú líkist því að þú sért í sátt við sjálfan þig, líkt þriðji bróðirinn. Je ne suis pas venu pour être choisi. En samt byggist þín leit á sundurlitni. Vous et moi, on n'est pas pareil. Ekki á samhjóni. Verk þarf eigi að vera nýtt ef það satt. Það skal vera innlægt. Þegar maður kynnist sjálfum sér í sannleika, fæðast sannfæringar. Með þeim kemur máttur til að vekja það sem til, en á þann hátt sem enginn hefur fyrr séð. Svona hin sanna einstaklingsfesta. L'authenticité, hein? Bon, je vais vous faire une confidence. Et j'ai embarqué le livre avec moi pour l'analyser un peu plus en France. Bah croyez-le ou non, il a disparu de ma valise. À se demander si j'avais pas imaginé tout ça. Il aura fallu que je me fasse secouer par un bouquin pour retrouver ma productivité. Mais ça avait marché. Mes projets avançaient et je les améliorais en cours de route. Tant pis si c'était rien d'original, tant que ça reflétait qui j'étais. Vous et moi, on n'a jamais été pareils. Et c'est le meilleur compliment que je puisse vous faire.你快乐，他们就输了。